Maintenant, on va vous parler de Tech Shelter, qui est un film qui s'est sorti en 2011. C'est un drame écrit et réalisé par Jeff Nichols, qui a notamment fait l'incroyable Mud, le film de science-fiction Midnight Special et Histoire d'amour Loving. Donc c'est un film qui a un accueil critique presque unanimement positif. Il a eu notamment le Grand Prix de la semaine de critique à Cannes et un accueil du public aussi très positif. C'est un film avec notamment Michael Shannon et Jessica Chastain. Donc c'est un des rôles qui lance sa carrière avec d'autres films de la même année comme The Tree of Life ou La couleur du sentiment. D'ailleurs, je trouve que son rôle ressemble pas mal à The Tree of Life. Alors, qu'est-ce que ça raconte Tech Shelter? Curtis LaForge mène une vie paisible avec sa femme Samantha et sa fille Anna qui souffre de surdité. Bientôt, Curtis se met à faire des rêves étranges, sorte de visions apocalyptiques. Hanté par la peur de la maladie mentale dont a souffert sa mère, Curtis hésite. Doit-il faire confiance à ses visions? Tech Shelter. Tech Shelter, c'est un film déjà très très intéressant. Il est tellement intéressant que je pense qu'il devrait être étudié en école de cinéma. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, notamment pour la perte de contrôle, c'est que dans ce film, elle se manifeste en premier lieu sous la forme de rêve où le personnage ne peut protéger sa fille, son foyer. C'est comme si c'était une force occulte, divinatoire, mère nature en soi, qui menace de son arrivée. Ces rêves provoquent chez lui des sueurs froides, une incontinence qui touche sa fierté d'homme et du coup met une distance avec sa femme. Et cela lui provoque aussi des impacts psychiques avec des hallucinations et des crises de panique. Tous ces facteurs l'isolent émotionnellement, le poussent à agir seul et à se radicaliser dans son illusion. En fait, c'est simple, il ne peut se confier, communiquer ses peurs, demander de l'aide par fierté, tout d'abord, mais aussi car cela serait considéré qu'il ne veut pas bien, qu'il est malade, qu'il est comme sa mère. À savoir que sa mère souffre de schizophrénie. Et ça voudrait dire aussi que ce n'est pas un bon père, car oui, malheureusement, sa mère l'a abandonné à sa naissance. Du coup, ils vivent avec ce spectre, ce fantôme du passé, cette menace qui plane sur lui. L'idée que son avenir sera déterminé et que le risque ultime serait qu'il abandonne sa famille. Alors, ce qui est intéressant, notamment parce que le personnage sont issus de la campagne américaine, c'est notamment la masculinité enfin comment dire, la vision qu'a le personnage sur ce qu'il vit et tout. Et le personnage, voyant qu'il est, comment dire, qu'il voit un peu des visions assez étranges, que ça l'affecte psychologiquement sur son mental, sa vie privée, va voir un professionnel. Et c'est intéressant parce que ce qu'il demande, c'est mot pour mot, je dois savoir quoi faire ou quoi prendre pour contrôler ce truc. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas qu'il veut guérir ou aller mieux. Non, il dit qu'il veut avoir le contrôle sur son esprit. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin de voir que en tant qu'homme, il ne veut pas guérir, il ne veut pas aller mieux, il veut vraiment contrôler, avoir le contrôle sur son cerveau, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il voit et sur ses rêves, sur son sommeil, bref, sur sa vie. Puis, sa torpeur, son délire arrive à son paroxysme quand la frontière entre le rêve et la réalité se brouille et se confronte pour la première fois. Cela se passe quand il raccompagne sa femme et sa fille lors d'une soirée, je pense, je m'en souviens plus. Et il s'arrête au bord de la route lorsqu'il aperçoit un orage très violent au loin. Il dit alors, est-ce que quelqu'un voit ça? Je trouve que c'est une phrase d'une naïveté d'enfant parce qu'il se demande si le spectacle qui se joue sous ses yeux est réel. C'est un spectacle répétitif d'éclairs auquel nous, spectateurs, questionnons également sa véracité. Et étant donné que le plan est vu d'un point de vue du personnage, à savoir un plan subjectif, à la première personne, en un sens, c'est comme si c'était un appel à l'aide. En un sens, c'est comme si il disait « Est-ce que quelqu'un partage mon illusion ?» Puis, du coup, le personnage, il se retrouve, comment dire, à un moment donné du récit, pris dans les cordes. Puis vient un moment dans le récit où le personnage se retrouve acculé. Il se retrouve acculé psychiquement, où ses illusions sont de plus en plus fréquentes, avec un impact beaucoup plus présent dans sa vie personnelle, comme sa vie de couple et sa vie de père, sa vie au sein de sa communauté aussi. Et forcément, malgré sa fierté d'homme, de vouloir contrôler, de ne pas inquiéter sa famille, de vouloir contrôler sa vie, de protéger les siens, il se retrouve à devoir rendre des comptes à sa femme. Et lors de ce passage, il dit quelque chose de très révélateur sur son ressenti par rapport à tout ce qu'il vit. Il dit: «Ce n'est pas un rêve, c'est un sentiment».
Il dit non, il dit: «Ce n'est pas juste un rêve, c'est un sentiment» et c'est un choix de mots assez intéressant, un sentiment, parce que c'est quelque chose qui reste, qui monopolise aussi bien le corps avec des réactions physiques que l'esprit avec des cauchemars possibles, palpables dans la réalité. Donc c'est pas quelque chose que psychologique, mais c'est aussi quelque chose qui monopolise les 5 sens. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça nous interroge aussi, nous spectateurs, à savoir, est-ce que ce qu'il vit est réel? Est-ce que même nous, en tant qu'êtres humains, ce qu'on vit est réel, sachant que tous nos sens, tout notre esprit nous dit que oui, mais que la logique, la raison nous dit le contraire? Et c'est très intéressant justement ça, la manière dont le réalisateur nous questionne sur la véracité de ce qu'on pense être évident ou ce qui ne l'est pas. Mais justement, pour revenir là-dessus, ce que je trouve intéressant, c'est le doute, du coup, qui est inséminé autant dans l'esprit du spectateur, mais qui, en fait, existe tout autant dans l'esprit des personnages, autant chez Curtis que chez les autres, enfin, chez sa femme, par exemple, ou chez les membres de la communauté. En fait, on se retrouve face à une sorte de narrateur à qui on peut pas vraiment faire confiance. Ce qui est, je trouve, le contraire du personnage de Nicolas dans The Game, où on a quand même cette espèce de narrateur qui est beaucoup plus fiable. Alors que là, on a ce narrateur, mais on ne sait pas vraiment si on peut lui faire confiance ou non. Donc en fait, la véritable question, c'est est-ce qu'on le croit ou est-ce qu'on ne le croit pas? Et c'est pareil pour Denis Darko. Et là, en plus, on a un autre truc qui s'ajoute, c'est la maladie mentale. Et c'est à quel point les choses sont floues pour lui, parce qu'il y a justement cet héritage de maladie, entre guillemets, qu'il a de la part de sa mère, et qui, du coup, aide aussi à la perte de contrôle de son propre monde. Parce que la maladie mentale, c'est aussi une manière de perdre le contrôle sur son propre univers. On l'a bien vu, sa mère n'était plus capable de s'occuper de ses enfants, elle a été très vite internée, et ses enfants ont dû se débrouiller tout seuls. Mais elle aussi, pour elle aussi, son monde a changé. Et donc, en fait, on se demande, est-ce que c'est le psychique du personnage qui est défaillant, ou alors est-ce que c'est le monde en lui-même qui est défaillant? Et c'est vrai qu'on a une distance avec le personnage de Curtis en tant que spectateur. Je trouve qu'on a une sorte Ah, d'opacité totalement. dans ses pensées. Si bien qu'on se sent, Ouais, voilà, on se sent en fait exactement. comme sa femme. On sent un peu, même si je trouve que le spectateur est plus complice que sa femme, parce que sa femme ne sait pas certaines choses que nous, on sait. Par exemple, le fait qu'il a emprunté de l'argent, le fait qu'il a quand même été voir une psychologue. Il y a quand même des choses que nous, spectateurs, savons. Mais je trouve qu'on a quand même cette sensation d'impuissance, et qui est du fait qu'on voit quelqu'un souffrir et qu'on ne peut pas l'aider. Et qu'on a beau savoir tout ce qu'on veut, on est dans le même doute, et on ne peut pas remplacer on n'a pas la possibilité de mettre fin, en fait, à ce qu'elle vit. Et du coup, ici, on se rend compte que la perte de contrôle, c'est pas juste celle de Curtis. Et je pense que le film parle de maladie mentale ou pas, je pense que ça donne un indice très très précis sur la manière aussi dont les personnes et l'entourage de ceux qui ont des maladies mentales, peu importe la maladie. On se rend compte que la perte de contrôle, elle n'est pas seulement chez la personne qui a la maladie mentale, mais aussi chez l'entourage de ces personnes-là. Parce qu'on se rend compte que, ok, Curtis, il bascule dans une sorte de quotidien alterné, mais en fait, lui-même devient une sorte d'objet de perte de contrôle pour les autres. On a la communauté qui se met à avoir peur de lui, sa femme qui le comprend plus, son frère aussi qui a l'air d'avoir cette distance avec lui. Et en fait, je trouve qu'il y a une sorte de... Chez Curtis, par exemple, on a l'impression qu'il accède à une sorte de vérité qui le sort presque de son statut d'humain. Il devient autre chose. Il est plus... il y a un humain lambda et il y a un malade. Et j'ai l'impression que les deux sont inconciliables. La plupart du temps, les malades, ceux qui souffrent d'une maladie quelconque, mais même, je pense, physique, pas juste psychique, sont considérés la plupart du temps même plus comme des êtres humains. On leur enlève leur libre arbitre, on leur enlève énormément de choses. Et là, c'est vrai, il porte en fait ce statut très, Bah, j'ai l'impression enfin, qui n'est plus vraiment en fait, humain, je justement, trouve. pour éviter de recevoir ce regard de la société, regard de sa femme, de le prendre en pitié et tout, j'ai l'impression qu'il porte en fardeau, en fait, toute la responsabilité de sa condition. Et du coup, pour éviter d'inquiéter ses Mhm. proches, d'inquiéter sa famille, son entourage, tout ça, voilà, il se ferme
à toute communication, à toute voilà, il s'isole pour, éviter de tout rejet ou tout regard, qui pourrait le rendre en pitié et tout. Mais du coup, par conséquent, en fait, on se retrouve, nous, spectateurs, à, être dans l'impuissance de voir, une détresse du personnage qui comment dire? Qui se désagrège, de plus en plus, quoi. Le film, en fait, nous, en tant que spectateur, on est vraiment impuissant face à un personnage qui, s'enfonce de plus en plus dans la folie, dans sa radicalité et on le comprend parce qu'il veut rester digne, il veut rester, lucide, il veut avoir le contrôle sur ce qu'il vit, sur ce qui voilà, il veut essayer de il a quand même un but noble, à savoir protéger sa famille in fine. En construisant ce bunker, tout ce qu'il veut, en fait, c'est protéger sa famille au cas où, en fait et le problème, c'est qu'en fait, dans cette radicalité, il se plonge de cette obstination et tout ce qu'on peut faire, nous, c'est observer cela en silence, sans rien pouvoir faire pour agir pour lui et c'est ce qui rend un peu le film très, très triste en soi. Je trouve que c'est très triste et en même temps, le personnage de Curtis, je trouve que c'est un très très beau personnage parce qu'il a cette forme d'intériorisation très douce de la panique. Je trouve il porte ce truc en lui. Déjà même l'acteur qui a été casté, donc comme Michael Shannon, je trouve qu'il a ce truc en lui. Déjà le fait, je trouve Ah qu'il est bon? très très grand. Il fait plus d'1 m 90. Ouais. Mais en fait, j'ai remarqué ça parce que je trouve que quand il était dans la même pièce que, ben, souvent plan pied ou presque, quand il était dans la même pièce que Jessica Chastain, qui est elle beaucoup plus petite, on voyait vraiment une différence. Et je me suis dit, waouh, c'est assez incroyable. Même la maison a l'air très petite quand il est à l'intérieur. Je trouve tout a l'air assez renfermé sur lui-même. Enfin, je trouve que c'est assez. Il a vraiment ce visuel, ce corps très grand, je trouve, qui est presque trop grand pour la maison, qui est beaucoup plus grand. Et sa fille, par exemple, elle est toute petite. Je trouve quand elles sont dans ses bras, elle a l'air vraiment minuscule. Et je trouve qu'il a un visage très très particulier avec des traits qui sont étonnamment assez doux. Je trouve qu'il a des traits assez particuliers et en même temps qui sont assez doux, énigmatiques, mais en même temps un peu fermés. Et du coup, on a du mal à voir ce qu'il pense, enfin on a Totalement. du À mal lire à dans ses lire pensées, à voir ce dans qu'il son pense, il est visage. toujours, fermé. Oui, voilà, c'est pas un visage monolithique parce que franchement, il joue très bien et mais c'est plus, oui, un l'idée que, Oui. finalement, on n'arrivera jamais à percer à jour ce personnage. On n'arrivera jamais à voir ce qu'il pense au Mhm. fond, ce qu'il ressent au fond. Il y aura toujours une partie de secret en lui, mais pas de secret vicelard ou je ne sais quoi, mais vraiment un truc qu'il veut garder pour lui-même et du coup, c'est une expression tout ce qui sort de lui, c'est une expression limite, très, pas très sage, mais enfin, ouais, Je trouve exactement, c'est un c'est peu ça. atténué. Et c'est pour ça que c'est un personnage qu'on voit très rarement se mettre en colère. Même, je trouve qu'il n'a pas vraiment de violence, ou alors il n'est pas emprunt à une sorte de folie destructrice. Alors que je trouve que la situation, elle porte ce truc en elle. Je pense que ça aurait pas été déplacé pour un personnage d'agir de manière complètement folle ou complètement violente. Et pourtant, je trouve que c'est un personnage très très calme. Il fait les choses de manière très douce, avec une sorte de tranquillité, même dans ses gestes. Je trouve qu'il y a une sorte de retenue très tranquille, très calme. On a l'impression que toutes les actions qu'il entreprend, elles sont extrêmement réfléchies, qu'elles ont été décortiquées d'un bout à l'autre. Comme si lui, au fond, il n'avait jamais vraiment douté. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un personnage qui doute, alors qu'on voit et qu'on sent que scénaristiquement, euh, il a douté, où il y a eu des moments où il a été empreint de cette espèce de et si c'était faux, et si j'étais fou. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il doute quand je le regarde, quand je le vois agir, j'ai pas vraiment l'impression. Je trouve que la marque vraiment de doute qui s'est vue le plus, de la manière la plus évidente chez lui, c'est par exemple quand il est avec sa Ah mère et totalement, qu'il va là, la tu sais voir que pour lui tu poser sens des qu'il est questions en sur sa terrain maladie. inconnu, ouais. Tu sais pas comment tu sens qu'il ne sait pas comment réagir, comment Exactement. ressentir, comment parler, comment faire avec cet autre être humain qui, finalement, ils sont très, très, très proches en termes de destin. Ils sont tous les 2 pères de famille, enfin, sont tous les 2 des parents de famille et ils ont potentiellement tous les 2 la même maladie. Du coup, c'est ce qui les rapproche malgré eux. Pour autant, il y a une distance
entre les deux absolument monumentale où finalement, moi j'avais l'impression de voir un petit garçon devant sa mère et ne savant pas comment agir, comment réagir, quel mot choisir. Et je trouvais ça très très touchant. Mmh. Ouais, et même pour finir sur le personnage, je trouve que il a ce qui m'a, par exemple, énormément touchée dans ce personnage-là et qui m'a vraiment ralliée à sa cause, entre guillemets, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il est prêt à tout pour sauver sa famille. Mais au-delà du fait, parce que je trouve que c'est une expression qui revient souvent, il est prêt à tout pour sauver X, il est prêt à tout pour sauver sa famille. Mais je trouve qu'il a vraiment ce truc où on sent à l'intérieur de lui-même que c'est ce qui anime son énergie. Et même, il est prêt à passer pour un fou, à dénigrer sa propre personne aux yeux, disons, de la communauté ou peut-être même aux yeux de sa femme et tout, mais pour les sauver, tellement il y a cette force qu'il abrite en lui. C'est assez, Mais je surtout, trouve que le on a personnage l'impression est en fait que son vraiment très très beau. traumatisme d'enfance d'un garçon qui a été abandonné par sa mère, ça l'a tellement marqué que ça a défini sa définition de père. Et c'est pour ça notamment que moi, ça m'a beaucoup frappé que dans ses premières, enfin, presque dans tous ses rêves, dans toutes ses hallucinations, c'est sa fille souvent qui est menacée par l'environnement, par l'environnement extérieur, que ce soit aussi bien des gens que la météo, etc. Et bah, du coup, durant ses rêves, sa seule mission, c'est de protéger sa fille, protéger sa famille. Et c'est très parlant sur, comment dire, enfin les rêves, c'est très parlant sur l'inconscient d'un personnage, sur qui il est et sur ce qu'il veut, sur ce qu'il désire, tout ça, c'est très révélateur. Et justement, là, ça permet vraiment de surligner le fait que c'est un père qui est prêt à tout pour sauver sa fille, pour sa famille. Malheureusement, le personnage n'est pas tout en cam. Il y a notamment un moment dans le film où il y a un gros pétage de câble. C'est notamment, là c'est compréhensible, où il est vraiment pas au top de sa forme et il se confronte à une fête communautaire avec son quartier, avec ses amis. Là, en fait, bah, typiquement, il pète un câble sous la pression d'un de ses amis qu'il a écarté pour éviter de le nuire d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que dans cette salle polyvalente municipale contenant une vingtaine de personnes, on a vraiment un aperçu de la société en fait. De la société, des regards qui peuvent être faits sur soi, sur la maladie mentale, sur la différence, sur l'inconnu, sur la différence. Enfin, et du coup, bah forcément, quand on a une telle attention, un tel jugement dans les réactions, dans les agissements, dans les comportements, forcément, le personnage se retrouve touché dans sa propre personne et il pète un câble. Et c'est triste en soi parce que son seul ancrage avec réalité, sa seule manière de toujours être sain d'esprit, c'est cette quête, cette mission divine. Mais le paradoxe de la situation, c'est que quand il parle, quand il s'adresse à tout le monde pour faire taire les rumeurs, pour mettre les points sur les i, en fait, quand on l'entend parler, il sonne comme un prophète. Il sonne comme un prophète religieux. Et c'est un paradoxe parce qu'en fait, pour lui, sa quête, c'est pas limite une quête divine, mais pour lui, c'est la quête, c'est son seul lien avec ce qui est tangible, ce qui est réel. Il les prévient, il tient à eux en disant une tempête va arriver, mais tout ce qu'ils entendent, c'est un prophète qui est devenu fou et qui n'est plus un de leurs proches. Et c'est très triste et c'est très révélateur de quel regard la société peut avoir sur des personnes différentes, sur des personnes atteintes de maladies mentales ou chez des personnes qui sont dans une détresse d'une manière ou d'une autre. Pour ce que tu dis concernant le côté très prophète de Curtis, bah, justement, ce que je trouve intéressant, c'est à la dimension très terre-à-terre qu'on avait de The Game, ici, on entre dans une dimension beaucoup plus biblique et mythologique, avec entre autres beaucoup de références à l'Apocalypse, le jugement dernier, ou C'est ce que encore la j'allais dire. mise à l'épreuve de C'est Noé Noé. par Dieu dans la Concrètement, Bible. c'est concrètement Noé, genre. Exactement. Mais du coup, ce que je trouve super pertinent, c'est la manière dont est mis en scène euh, le personnage dit élu ou maudit, entre guillemets, dans une sorte de modernité, en gros, dans la modernité de la société actuelle. Donc on a quand même cette notion de personnage qui est, là j'ai envie de dire presque maudit, même si c'est dans un autre, enfin, dépend comment on le voit, ça peut être élu parce qu'on pense que on n'a pas la réponse, mais ça va probablement lui sauver la vie. Sauf que, en fait, on se rend bien compte que celui
qui est doté de ces visions-là est vu comme fou, autant par le fait qu'il n'est pas pris au sérieux parce que sa mère est malade, mais aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'impossibilité même à croire, en fait, un élément qui sort d'une rationalité ou d'une habitude, en fait. Et la plupart du temps, on a cette pensée presque que ce ne sont que des rêves. Ça peut pas être autre chose que des rêves. Et là, on se dit... Je trouve que, par exemple, avec son ami Dewart, l'ami avec qui il travaille, on a presque une sorte de prophétie autoréalisatrice. La scène que tu évoques, celle de la communauté, de la fête communautaire, on se dit au final, ok, mais alors, est-ce que pour finir, son ami Dewart ne se retourne pas contre lui parce que il a essayé de se détacher de lui d'une manière, je suis pas sûre que ce soit la meilleure manière, enfin la manière dont il a procédé est un peu sournoise, je trouve. Et du coup, on se demande, est-ce qu'en fait, il n'y a pas cette sorte de dimension autoréalisatrice où en fait, son ami se retourne contre lui parce que lui a voulu arrêter, entre guillemets, leur amitié parce qu'il l'avait vu dans des visions. Et là, par exemple, je trouve qu'on sort un peu de cette confiance qu'on pouvait avoir en Curtis, parce qu'on se dit, ah, mais si ça se trouve, il est faux. Et même nous, en tant que spectateurs, on se dit, mais si ça se trouve, on est en train de soutenir un personnage qui totalement. est dans Totalement. sa Là, propre en fait, folie. on arrive au point culminant du film, on se dit que le personnage est fou. Cependant, ceci est contredit. Dans mes souvenirs, c'est la scène juste après. C'est assez révélateur, justement, parce que arrivé à ce sommet, arrive une scène où, comme dans la Bible, une vision lui a été donnée, à savoir cette attaque des oiseaux où il est sur la route, il serre sa fille entre ses bras, il est attaqué par des oiseaux, et qui du coup est annonciateur du cataclysme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un rêve qu'il fait en dormant, et c'est par ce rêve qu'il est ramené à la réalité avec des sirènes de la vie de tempête. Donc c'est la seule fois en fait où son rêve, qui est très biblique, enfin mythologique, qui n'est pas ancré dans le réel, c'est la première fois qu'il est confronté et qu'il se réalise dans la réalité avec ce réveil où sa femme le réveille avec les sirènes d'Avis Tempête qui lui dit ok, maintenant on va dans le bunker. Et du coup là on se dit ok, bah finalement il est pas fou, le mec c'est un visionnaire, il va dans le bunker. Problème, arrive la séquence dans le bunker qui est, je trouve, assez incroyable. Qui est assez incroyable parce que c'est révélateur de beaucoup de choses. Ce qui se joue ici, c'est le sort de Curtis. Ainsi, quand il dit à sa femme qu'il ne peut pas ouvrir le bunker, quand tout est fini, la soirée est passée, qu'il dit à sa femme « je ne peux pas ouvrir le bunker », il lui dit car c'est son seul moyen de garder le contrôle sur ce qu'il ressent. Car dans sa folie, tout ce qui lui restait, c'est cette quête de sauver sa famille. Donc si il ouvre ce bunker et qu'il ne s'est rien passé, ou si rien ne s'était réalisé, si le monde n'est pas en apocalypse, eh ben ça voudrait dire qu'il est fou. Et elle, au contraire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que pour qu'il reprenne le contrôle de sa vie, de son esprit, il faut qu'il ouvre cette porte de ce bunker. Elle dit littéralement, c'est quelque chose que tu as à faire. Et du coup, très difficilement, celui-ci ouvre le bunker. Et le film nous offre cette magnifique image où le personnage sort enfin de son abri. Une sortie aussi bien de l'obscurité vers la lumière, du rêve à la réalité et de la folie à la raison. Car oui, on se rend compte assez vite que c'était une petite alerte où il n'y a que quelques branchages sur le sol, mais que ce n'était pas l'apocalypse annoncé par Curtis. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau parce que tu dis que c'est le fait qu'il se confronte avant de sortir du bunker, c'est le fait qu'il se confronte en fait à la réalité. Moi, j'ai l'impression que ça sonne vraiment son instant de vérité et que ça sonne son instant de vérité autant pour lui que nous en tant que spectateurs parce que nous tout le long, on a été dans le même bateau que lui et en fait moi personnellement, je peux pas parler au nom de tout le monde mais moi personnellement, je me suis mis à croire ce qu'il disait. Je le croyais parce que je trouve que ce personnage
il avait ce truc de cette espèce de force interne qui me donnait envie de lui faire confiance. Il arrivait à faire les choses avec une telle certitude que moi, ça me donnait envie de le croire. Et du coup, j'ai vécu cet instant de vérité aussi puissamment que lui, parce que si lui, en tant que personnage, il est fou, moi, autant que dupliqué du personnage, ok, sur mon siège, mais je vis quand même par l'intermédiaire de ce personnage-là, ça voudrait dire que moi aussi, je suis folle, d'une certaine façon. Mm. Et Et je c'est trouvais effrayant ça aussi. extrêmement puissant comme C'est scène. effrayant. Puis vient la fin. Ah oui, ah oui. La fin où on nous fait penser que finalement, le personnage est réduit à un déterminisme. Une destinée auquel il ne peut échapper, à savoir l'internement et avec le suivi par un psychiatre, finalement, un destin très similaire à sa mère. Mais le film ne s'arrête pas là. En fait, le film nous offre une autre fin qui est beaucoup plus trouble, beaucoup plus biblique, comme si ceci avait finalement un sens. Comme si tout ce que nous avons vécu, s'était mené à ce moment précis. Là où le personnage avait renoncé, les événements qui s'offrent à lui, à savoir une apocalypse de 3 tornades, une pluie d'huile de moteur qui s'offre à lui, tout cela le replonge dans cette torpeur. Mais cette fois-ci, il a le contrôle sur ce qu'il ressent. Cette fois-ci, il a toutes les cartes disponibles en lui pour affronter la situation. C'est comme si, en fait, c'est comme si je peux prendre une métaphore, ce moment précis, c'était comme si le personnage était au sommet d'une montagne et que tout le film, c'était un personnage qui essayait de gravir cette montagne avec des échecs, des réussites, des doutes, des interrogations. Et que maintenant, en fait, il avait une force d'esprit capable de monter, de gravir cette montagne et d'affronter tous les défis. Du coup, maintenant, c'est un personnage qui est calme, serein, prêt à faire face à tout ce qui se profile à l'horizon et notamment réussir sa mission, à savoir protéger sa famille face à l'apocalypse qui se présente à lui. Parce que je trouve qu'il y a quand même une forme d'acceptation, et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il arrive aussi bien à s'en sortir. Quand on arrive à la fin et qu'il est en train de jouer avec sa fille, il sait qu'à la fin de ces vacances-là, il va très, 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 très probablement être interné. Et je trouve qu'il y a vraiment cette acceptation, en fait, de son, entre guillemets, destin, mais qu'il y a aussi cette acceptation du fait que potentiellement, il était fou et qu'il y a cette séparation totale avec l'ego. Et je pense que c'est pour ça qu'il est capable à ce moment-là d'avoir cette tranquillité qu'il avait peut-être pas avant et qu'il renonce aussi complètement au contrôle. Oui, il est dans un lâcher-prise parce qu'il sait que... qu'il est potentiellement malade et tout, et qu'il va sonner. Il sait Oui, que, enfin, ce qui est bien pour sa famille. Enfin, il a toutes les données pour qu'il il arrête de se battre pour rien et qu'il pense juste au bien-être de soi-même et de sa famille. mhm. Mais je reviens sur quelque chose. Je trouve quand même que le film fait le pari assez risqué d'aller vers des faits aux aspects plutôt mythologiques ou bibliques. Mais pourtant, on reste dans un esprit qui, je trouve, est très typique du film indépendant, avec une sorte de simplicité qui lui est vraiment inhérente. Par exemple, les personnages sont très simples, ils ont une vie modeste, qui concorde parfaitement avec l'esprit assez minimaliste du film. Même, je trouve, dans la musique, on a peu d'instruments, on a des lignes mélodiques qui sont assez simples, des violons, par moments, qui viennent apporter quelque chose de plus organique. Les décors, on est en vrai décor extérieur, avec des récurrences de lieux. On a presque l'impression d'un huis clos, par moment, dans la maison. On a une lumière qui est très naturaliste, qui est réaliste, avec des dialogues qui s'économisent, qui sont peu nombreux, mais qui sont extrêmement efficaces. Et tout ça nous permet de nous ancrer très facilement dans le monde simple, en fait, de Curtis, et de comprendre comment ces visions viennent perturber et créer de la complexité dans cet univers. Et ça, on arrive à le faire sans tomber dans des espèces de fioritures qui nous auraient empêché, à mon avis, de nous concentrer vraiment sur l'impact émotionnel et relationnel de la thématique du film. Donc là, on a un univers qui est extrêmement sensoriel au final. Et même si on a des rêves qui sont étranges, enfin, si on a qui sont étranges
ou qui sont plutôt des sortes de visions mythologiques, on reste quand même dans un domaine du probable, j'ai envie de dire. On a une complexité visuelle, avec par exemple des effets FX, des changements de lumière, avec une lumière un petit peu plus artificielle quand il est dans des rêves, avec un changement de jeu des personnages, soit qui est plus menaçant, soit plus étrange. On a une complexité qui vient de l'implication du surnaturel et qui en fait vient basculer complètement l'univers établi et ses règles, autant visuellement que thématiquement.